Salut à tous, c'est les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre le Stade Brestois et l'Olympique Lyonnais. On avait un gros coup à faire ce week-end avec des résultats de nos concurrents qui nous permettaient peut-être de faire une belle opération, et malgré ça, malgré ce que je vous dis là, on ressort avec une défaite qui, je pense, n'est pas imméritée, même si le nul pour moi aurait été plus logique. Au terme d'un match où, encore une fois, l'OL aura montré de vraies lacunes, les mêmes, tout le temps les mêmes, qui réapparaissent tant sur le plan individuel que collectif, des errements défensifs dont j'en parlerai après, parce que, en fait, quand tu fais un match comme ça de Ligue 1 où tu es plombé par des erreurs qui sont grossières, de relance, de placement, en transition, attaque, défense, tôt ou tard tu le payes, c'est pas illogique, ça fait des mois et des mois qu'on en parle sur la chaîne en vidéo, en débrief. Voilà, t'es puni, c'est tout à fait normal, parce que, voilà, tôt ou tard, le coup près tombe. Tu peux prendre des points comme ça, miraculeusement, contre Montpellier, où tu ne mérites pas grand-chose de mieux, ça passe, mais là, contre Brest, contre une équipe qui est groupée, qui active le mode Coupe d'Europe qu'ils ont si souvent utilisé cette saison en Ligue des Champions, eh bien, ça passe pas, parce qu'il y a un cap, il y a un plafond de verre, que l'OL n'arrive pas à péter depuis des mois et des mois, c'est toujours pareil, avec un constat qui est, je trouve, très clair et implacable. Contre le top 10 en Ligue 1, l'OL c'est quasiment rien. Il y a eu contre Nice une belle victoire, un nul contre Lens, et c'est quasiment tout. Là, c'est quasiment tout en fait. Tout le reste, c'est défaite, nul contre le top 10 et des matchs franchement décevants contre les équipes taillées pour la Coupe d'Europe notamment. Donc voilà, on va reparler ensemble, il y a beaucoup à dire. Pensez au pouce, aux commentaires, activez la cloche, partagez et vous abonnez. Merci beaucoup par avance les amis. Et donc, premier thème de la vidéo, le match, l'histoire du match. Un match qui est, pour le coup, je trouve facile à analyser, assez facile, parce qu'en fait, on fait, je dirais, une première demi-heure de très mauvaise qualité, avec, en fait, tout ce qu'on voit de mal à l'OL depuis maintenant des semaines, des mois, c'est récurrent. Des situations où, grosso modo, on manque d'emprise technique, défensivement, on est très fébrile, beaucoup d'erreurs individuelles, des placements en transition attaque-défense, il y a des séquences de jeu qui sont limite caricaturales, et même pire que ça, je vous mettrai après à l'écran un screen de quelques actions qui m'ont vraiment interpellé. Brest a pris le pari d'un plan de jeu assez, je trouve, simple, mais typiquement brestois, et qui a posé typiquement plein de soucis à l'OL, un plan de jeu qui consistait en gros à toucher sur des ballons longs de Chardonnay, toucher très vite en une touche sur un long ballon à Jorque, par exemple, qui remisait un second ballon, et dans la foulée, transition des Brestois vers les cages de Lucas Perry. Et ça a fait quasiment, je dirais, 3 fois sur 4 mouches, au moins situation, pas forcément occasion, mais au moins situation, et ça montre à quel point l'OL est extrêmement fébrile et facile à déstructurer. Et ça, c'est, je pense, le point qui nous frustre tous le plus, c'est les temps faibles. En fait, dans nos temps faibles, quand on n'arrive pas à avoir l'emprise sur le match, on a des temps faibles extrêmement faibles, au cours desquels on peut quasiment tout le temps prendre un pion. Et c'est ce qu'il se passe en une demi-heure au stade Francis Leblay contre Brest. Brest a, je dirais, 3-4 situations nettes, voilà, avec, je crois, en termes d'expected goal, 0,45 aux environs de la 40e minute, ce qui n'est pas énorme, mais sur leurs 2-3 temps forts, c'est but, et l'OL encaisse sur des comportements défensifs qui sont, voilà, moi ça me saoule, parce que, je le dis chaque fois, tous les week-ends en débrief, ça me gonfle de faire les mêmes constats, ça me fatigue, ça m'énerve, il y a des fois, je me dis, mais en fait, Mika, tu radotes, quoi, je radote, je rabâche les mêmes choses, parce qu'en fait, on ne progresse pas sur nos défaillances individuelles. C'est problématique, moi ça me gonfle, parce que j'aurais aimé vous dire que l'OL progresse défensivement, mais c'est pas le cas, et malheureusement, match après match, on fait les mêmes erreurs. Alors, ça a duré durant une demi-heure. En fin de première mi-temps, je dirais qu'il y a du mieux parce qu'on joue un peu plus haut, on retrouve un 4-3-3 sans ballon qui devient vraiment un vrai 3-4-2-1 avec ballon, un Cherki qui est plus réaxé et qui parvient enfin à connecter avec ses coéquipiers, parce que durant quasiment une demi-heure, 35 minutes, le pauvre était esselé à droite, dans un rôle un petit peu hybride de meneur excentré à droite, et en fait, il était, je trouve, utilisé à contre-courant, à contre-emploi. Et il faut attendre environ 35 minutes pour qu'il puisse se réinsérer dans le cœur du jeu et enfin créer ce lien technique dont lui a tant besoin. C'est un joueur qui doit connecter avec les autres. Il a besoin d'avoir le ballon, de jouer haut, de pouvoir jouer en 1, 2, 3 avec les autres. Il a besoin de ça, Ryan Cherki. Et là, durant une demi-heure, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu parce que on pèse pas offensivement, on a manqué de projection. Moi, je dirais que
aux environs de la 20e minute de jeu, devant mon écran de télé, je voulais me taper le crâne contre le mur. Les mêmes problèmes. Ça fait des mois que le coach dit « on ne prend pas assez l'espace ». Et là, rebelote, durant une demi-heure, on n'attaque quasiment jamais la profondeur. Jamais. C'est-à-dire que c'est lisible, c'est scolaire. Veretout, Tolisso et Tessman. Les trois là, je n'ai rien contre eux. Mais pour moi, en termes de profil, c'est pas assez complémentaire. Alors, c'est pas des profils identiques, c'est vrai, mais dans ce qu'ils proposent avec ballon, c'est des registres quand même qui se rejoignent plus ou moins, des profils pas forcément hyper à l'aise dans le camp adverse, des profils relativement lents, pas très mobiles. C'est pas une formule que j'aime vraiment bien, je préfère le 4-2-3-1 qui assume, comme souvent je le dis, le déséquilibre, avec des joueurs de 1 contre 1 qui vont faire mal dans le camp adverse. Et encore une fois, ce 4-3-3 qui devient un 3-4-2-1 avec ballon, quand il n'y a pas assez de projection, d'intention, de course vers l'avant, eh bien tu as un Noël qui est insipide, voilà, qui est scolaire, un foot qui est scolaire. Et ça, pour moi, les amis, c'est peut-être, dans les critiques que je formule souvent à Pierre Sage, c'est peut-être l'axe numéro 1 ou l'axe numéro 2. Axe numéro 1, une forme de fébrilité défensive qu'on n'arrive pas à colmater. Et axe numéro 2, un Noël qui, trop souvent, est scolaire. En fait, notre jeu, notre animation dépend grandement de Cherki. Ça, on le sait, il n'y a pas de surprise, c'est le joueur, c'est le facteur X qui fait que, ben voilà, quand t'es dans le camp adverse, quand c'est plus tendu, plus serré, lui peut, sur un décalage, et d'ailleurs il l'a encore fait ce soir contre Brest, il peut créer une différence, parce qu'il est techniquement dans un monde différent des autres. Là-dessus, pas de débat. Mais quand tu as un Ryan qui soit n'est pas là, parce qu'il ne joue pas, parce qu'il est ménagé, ou quand il est, je dirais, déconnecté des autres techniquement, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus difficile. Et ce soir, rebelote. On a revu un Noël qui manquait d'inspiration durant trop longtemps, était trop scolaire. Et il faut attendre, je dirais, plus d'une demi-heure pour enfin revoir un Noël qui est porté vers l'avant, avec un Ryan dans le cœur du jeu. C'est trop tard, on peut pas comme ça bazarder une mi-temps, comme ça, et la foutre à la poubelle. On n'a pas les moyens de le faire. Montpellier, on l'a fait. Ça a failli porter préjudice au club, et là, rebelote, quoi. Il y a une mi-temps qu'on peut prendre, et la foutre quasiment, intégralement, ou tout au moins aux 3/4, à la poubelle. C'est pas possible, on n'a pas la marge de manœuvre pour être bon une mi-temps sur 2, c'est pas possible. Et après, en seconde mi-temps, je dirais alors le coaching à la mi-temps, moi, me paraît judicieux. Pierre Sage sort Veretout qui fait un match, hormis son but, un match qui est relativement moyen, même très moyen, techniquement c'est laborieux. Pas à l'aise du tout, souvent j'en parle, dos au jeu, c'est pas possible, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas assez mobile, pas assez fluide techniquement. Moi, je préfère quand il est plus reculé, voilà, plus proche de notre camp et pas du camp adverse pour participer au jeu, laver quelques ballons. Là, il est plutôt intéressant, mais quand il faut comme ça se projeter vers l'avant, être dans le camp adverse installé pour créer de vraies différences, c'est pas son registre. Voilà, et Tessman, pareil, ça manquait de dynamisme, d'inventivité, ça manque, quoi, ça manque. Et le 4-2-3 à la mi-temps, je trouve qu'il est logique. Alors, on peut parler des joueurs qui rentrent, parce que si les choix du coach me paraissent justifiés, avec Veretout qui sort, Nuama qui rentre notamment, pour ne citer que, Abner qui rentre aussi, malgré tout, l'apport du banc, encore une fois, contrairement à l'an passé, il est minime. Il est minime parce que entrée médiocre de Nuama, pas grand chose, je dirais même qu'il est égal à lui-même, à savoir un joueur qui est perdu dans son foot, qui ne comprend pas ce qu'on veut de lui, qui ne produit pas ce que l'on veut de lui. On nous a vendu un joueur fort dans le 1 contre 1, fort pour créer de vraies différences. J'ai envie de dire que plus le temps passe et moins il crée de différences, c'est quand même flippant, quoi. Donc bon, voilà, encore une fois, décevant. Et Mikotadze qui rentre très tardivement, j'y arrive pas à comprendre non plus. On a Lacazette qui, concrètement, durant le match, ne produit pas grand-chose. Son influence dans le jeu, elle est minime. Il massacre quand même 2 balles de but quasiment offerts sur un plateau d'argent par Cherki. Voilà, une tête qui est mal placée, finition plus que moyenne, quoi. Il doit faire mieux. Un numéro 9 comme ça, estampillé de classe européenne, a priori, il doit te planter le but, quoi. Voilà, c'est logiquement Lacazette met au moins un but ce soir et à 2 partout. Je pense que le match n'est pas le même, ça tourne, ça change. Bref, il y a des points que je n'arrive pas à comprendre. Là encore, je pense qu'on se heurte aux quelques limites de management de ce groupe-là, de Pierre Sage aussi, il faut l'avouer évidemment. Mais bon, voilà, c'est pour moi une vraie déception. Je ne vous le cache pas, je le redis, fatigué, lassé, et je vous reprends quelques screens pour illustrer ça. On commence par le but des Brestois qui illustre exactement
tout ce que je vous ai dit, cette forme de passivité défensive, ces errements individuels qui sont rédhibitoires au plus haut niveau. On est donc dans le camp des Brestois. Brest parvient à toucher sur un long ballon Baldé qui est entre 3 joueurs. De mémoire, Tcheleta-Tsar plus, je crois, Verretou plus Tessman. Donc logiquement, il y a très peu de risques pour nous. Et là, c'est une somme d'erreurs, de duels perdus, parce que là encore, que de duels défensifs perdus. J'en mettrai après d'autres qui vont illustrer ce que je vous dis là, mais duels perdus, Baldé s'infiltre dans le cœur du jeu, il décale à gauche, je crois, dans mon souvenir, Aïdara qui percute, qui prend l'espace, et qu'il y a, oui, il y a un espace de fou qui est libéré. Là encore, pour des raisons qui m'échappent, on n'est pas en place, on est déstructuré, il prend l'espace, et après c'est facile, voilà, parce que là, ce screen-là, il est tellement frappant, je trouve. Sur cette action de jeu, on parvient, sur une transition, à n'être plus que 4 joueurs dans nos 16 mètres. Et là, on voit nos milieux de terrain qui sont largement en retard, qui ont 10-15 mètres de retard. Le repli n'est pas fait correctement, ça manque d'intensité. Et après, c'est facile. Quand tu es Ajorc dans le cœur du jeu au point de pénalty, bon centre d'Aïdara, frappe, Perry fait un arrêt, un bel arrêt, il la repousse bien sur le côté gauche, et là, rebelote, de nouveau, errement défensif, passivité Tagliafico, qui est loin, très très loin du Brestois, frappe, but, voilà, c'est tellement symptomatique de ce que fait mal l'OL en termes de passivité. À la mi-temps, Niakhaté dit qu'on fait un match en mode dodo, qu'on dort. Bah oui, c'est vrai, je confirme, on dort, on est attentiste. Alors ce n'est pas le seul moment du match, on a eu plein d'autres comme ça qui m'ont tellement marqué et choqué, avec, comme tout à l'heure je vous l'expliquais, une séquence qui était vraiment typique du plan de jeu brestois ce soir. On est à la 21e minute de jeu, ça s'est produit plusieurs fois durant le match. Chardonnay qui est à droite, donc le central qui est axe droit, long ballon, c'était vraiment un plan de jeu clair, très long ballon vers Ajorc, qui était leur pivot un peu à la Giroud. Duel perdu par Tcheleta-Tsar, un de ces nombreux duels qu'il a perdu, évidemment, et dans la foulée, sur un long ballon, écoutez bien, sur un long ballon, et un duel perdu, il suffit d'un long ballon pour que le bloc équipe soit totalement déstructuré et broyé en 1000 morceaux. Image qui le prouve totalement, sur un long ballon, Brest a éliminé 6 joueurs du bloc équipe de l'OL. On n'a plus que Verretou, Tcheleta-Tsar, Mata, Niakhaté. Tout le reste éliminé sur un ballon long. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Ça prouve que cette équipe-là n'est pas structurée défensivement, qu'elle est naïve, et surtout que sur les transitions attaque-défense qui nous font tellement mal, il y a un vrai problème, il y a un vrai fichu problème qu'on n'arrive pas à corriger. Et le pire, les amis, c'est que ce que je vous montre là, cette séquence de jeu sur un long ballon qui amène un surnombre et une transition pour Brest et qui déstructure l'équipe de l'OL, 2 minutes 30 plus tard, ça se répète. Écoutez bien, 2 minutes 30 plus tard, sur le but du 2-0 de Brest, c'est le même type d'action, les mêmes ingrédients, les mêmes conséquences. Chardonnay, je vous mets à l'écran le screen de l'action, axe droit, qui est donc prêt à faire un long ballon sur, encore une fois, Ajorc. Ce coup-ci, Ajorc perd le duel, Niakhaté le gagne, relance dans l'axe, et là, tout de suite, Brest nous met sous pression, vient prendre Verretou à la gorge, il prend le pressing d'ailleurs d'Ajorc qui fait un très bon match, et là, qu'est-ce qu'il fait? Perte de balle, il est pris dans l'étau, l'entonnoir, perte de balle, et dans la foulée, écoutez bien, dès la perte de balle de Verretou, on pourrait se dire, bon, bah, il y a un repli qui va se faire, on va récupérer le ballon, c'est pas grave. Dans le foot, t'as le droit de perdre des ballons, c'est pas non plus rédhibitoire. Ce qui est fou, c'est que sur la perte de balle, regardez, on est totalement déstructuré. On n'est plus que 6 joueurs, le reste, équipe coupée en 2, et eux, à 3 joueurs dans notre camp. Donc c'est Ajorc, Camara et je crois, dans mon souvenir, Del Castillo, qui sont dans notre camp. À eux 3, ils nous mettent le bazar parce que, screen suivant, vous le voyez clairement, nos 3 milieux de terrain sont au petit trot, tranquille, transition attaque-défense de Brest sur un long ballon, et eux, au petit trot, ce qui fait que Ajorc a toute latitude pour prendre l'espace, il est seul, pas suivi, frappe, finition de l'externe du gauche et but. C'est encore une fois tellement symptomatique de cet OL-là, qui est un OL attentiste, naïf et trop peu agressif, pas discipliné. Parce qu'on peut incriminer le coach, évidemment, mais quand les joueurs ne correspondent pas, ne respectent pas
les consignes que l'on connaît tous. Voilà, je n'invente rien, les amis. Ça fait des mois que le coach dit attaque de l'espace, pressing, verticalité, surnombre, 3-4-2-1 avec ballon. On connaît la méthode Pierre Sage, il n'y a pas de surprise. Mais dans ce match-là, où il n'y a pas de pression pour nous, il y a une bonne affaire à réaliser, quand tu ne mets pas les ingrédients et que tu ne respectes pas le plan de jeu qui est connu de tous, forcément, c'est la déconvenue. Et ce soir, je pense qu'on est puni fort justement. Deuxième thème de la vidéo, les amis, est-ce qu'au final, on n'est pas à notre place? Est-ce que l'OL ne mérite pas d'être 5, 6e, ce qui pour moi est sa place réelle? Je pense que oui. Je pense qu'on a touché les limites de cet effectif-là, avec ce mode de management-là, cette tactique-là, ces options qui sont prises. Voilà, je pense que l'OL, concrètement, est une équipe qui peut, par séquence, être vraiment séduisante, produire un bon foot, même si depuis quelques temps, c'est moins le cas. Depuis le PSG, ce match un petit peu bascule, pour moi, un peu une forme de rupture dans la saison de l'OL. Malgré tout, on a vu de belles séquences par le passé, mais c'est trop peu consistant, trop peu régulier, et surtout, voilà, je l'ai un petit peu évoqué en intro de vidéo, une stat qui est pour moi en tout cas un fait qui est tellement marquant contre le top 10, trop peu de victoires, trop peu de points pris. Sur les 9 derniers matchs de l'OL, donc depuis les 2 nuls d'avant la trêve, vers début décembre, l'OL sur 9 matchs, c'est 4 victoires, avec une moyenne d'environ 1,5 points par match pris, ce qui fait qu'on a un rythme grosso modo, soyons honnêtes et objectifs, un rythme d'équipe de Conference League, d'Europa League, mais pas de Ligue des Champions. La LDC, c'est 2 points par match. Là, on est à 1,5. Bon, c'est tout. Je pense que le constat est là. On a une équipe qui est plutôt sympa à avoir joué, qui a des lacunes défensives, qui sont pour moi, je le maintiens, au plus haut niveau si on vise le top 4 en Ligue 1 et l'ultime quart en Europa League qui sont rédhibitoires. Et malheureusement, c'est comme ça. Et comme on a un mercato qui est bridé par des sanctions des NCG et qu'on ne peut pas résoudre le problème majeur qui pour moi est la défense, au moins l'animation défensive, par un vrai central qui serait dominateur et autoritaire, malheureusement, on aura tout le temps, jusqu'à la fin de saison, cette question-là qui est de dire, est-ce que l'OL n'a pas atteint son plafond de verre? Moi, je pense que oui, malheureusement. Et pour finir, troisième thème de la vidéo, le top et le flop du match. Le top, j'ai envie de dire, sans trop de grandes surprises, Ryan Cherki, qui pour moi fait un match qui est un petit peu le phare dans l'obscurité du match contre Brest, parce que oui, techniquement, il est différent. Techniquement, c'est un joueur qui est à part dans un monde différent des autres, des 10 autres joueurs sur le terrain. C'est un joueur qui quand il a le ballon, crée la lumière. En fait, c'est lui qui a l'interrupteur. C'est lui qui a le switch on-off. Quand il n'a pas envie, quand il est mal disposé, c'est off. Quand il a envie, c'est on. Et quand c'est on, l'OL devient une équipe qui est brillante. Et quand c'est en off, l'OL redevient une équipe scolaire. C'est comme ça. Donc Cherki, pour moi, c'est un match qui est dans l'ensemble plutôt correct. Il aurait pu avoir à la fin du match 2 passes D si Lacazette ne n'avait pas croqué autant. Donc pour moi, c'est mon top du match. Et le flop du match, j'aurais pu dire beaucoup de joueurs qui ont été très moyens, mais il y en a un qui fait un match affreux. 4 duels défensifs perdus à la mi-temps, sur 4. Donc 100% de duels défensifs perdus pour Douillet, Tchal et Tatsar. C'est flippant, et pourtant je l'ai beaucoup défendu sur la chaîne en débrief. Mais là, depuis quelques temps, et sur ce match-là, pour moi, c'est peut-être l'une des pires prestations individuelles depuis fort longtemps que j'ai vu d'un joueur lyonnais. Vraiment, c'est cataclysmique, des relances, des parpaings au pied, la manchette qu'il met au Brestois en fin de match, c'est rouge 10 fois, c'est absolument dingue, mais vraiment dingue. Ouais, c'est chaud parce que, je l'ai dit juste avant dans le point 2, logiquement, ce mercato aurait dû permettre à l'OL d'avoir un central de très haut niveau, parce que si on prend Tchaleta Tsar, c'est très moyen de ce qu'il propose. Niakate, je ne suis pas convaincu du tout, j'ai d'énormes doutes sur lui, même si là il fait un match qui est quand même meilleur que le Croate. Mata, c'est le plus fiable de tous, à tous les niveaux. Omari, invisible, il fait un bon match à Hoffenheim et depuis plus rien. Là encore, je m'interroge sur la gestion du joueur, c'est son cas individuel. Mais voilà, ça manque d'un patron. On n'est pas serein, ça manque d'un patron, et quand en plus, dans le cœur du jeu, tu n'as pas ces numéros 6 qui peuvent interrompre, casser une action, être plus vicieux, plus méchant, parce que là encore, il faudrait faire un focus sur Verretou, Tessman, Tolisso, mais ça ferait un débrief d'environ 1h30, je n'ai pas le temps pour ça malheureusement, mais quand je vois le match de Tessman, Verretou, je vous le dis sincèrement les amis, Matic, il a pas de souci à se faire, il est tranquille Nemanja Matic, à 36 ans,
avec des crampes, peu importe, il joue dans un fauteuil à l'OL. Tranquille, tranquille Nemanja. Tu ne risques rien. Parce que le match que font Veretout, Tessman, c'est... Même à 36 piges, c'est 2 mondes derrière Matic. Bref, sur ce les gones, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour du contenu, je pense, mercato, parce que l'actu bat son plein, Nuama, Cacré et Matic, pourquoi pas, on verra bien. Portez-vous bien donc, allez l'OL toujours, et ciao ciao, à la prochaine.